Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Bon, je vous propose que l'on commence cette conférence, Turbulence en vue, le monde à l'heure de Trump 2. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans une période où on se pose beaucoup de questions sur notre environnement international, sur ce qui peut le faire évoluer, avec des événements qui parfois nous semblent être des surprises stratégiques, d'autres qui ne le sont pas. Et bon, maintenant, la réélection de Trump étant actée, et on voit déjà des ébauches, des prémices de politique étrangère se mettre en place, mais qui restent malgré tout, et je le dis sans fausse modestie, difficile à anticiper, difficile à prévoir, à défaut de prédire, difficile à lire. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir nos deux invités du jour. Amy Green, qui est spécialiste des États-Unis, enseignante à Sciences Po, et récemment auteure de L'Amérique face à ses fractures, qui est sorti juste avant la réélection de Trump, si ma mémoire est bonne, mais qui est pour la compréhension, pour notre compréhension des ressorts actuels de la société américaine, de ses fractures, de ses tensions, de ses interrogations, de ses recompositions économiques, sociales, politiques, une ressource absolument fascinante et très très utile pour nous par les temps qui courent. Et ça éclaire beaucoup la période actuelle. Donc Amy, on est particulièrement heureux de t'accueillir ce soir. Notre deuxième intervenant ce soir, Eli Baranetz, qui est chercheur à l'IRSEM, à l'école militaire, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et qui est notamment co-éditeur de Turbulence Across the Sea, Transatlantic Relations and Strategic Competition, qui est sorti aussi à l'automne dernier, si ma mémoire est bonne, et qui faisait état, avant la réélection de Donald Trump, mais là encore, l'ouvrage est devenu peut-être encore plus d'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois, de cet ouvrage collectif qui posait déjà un regard un tout petit peu inquiet, mais je te laisserai dire ce que tu en penses sur ce contexte international de retour aux enjeux de puissance qu'on voyait déjà se dessiner. Donc entre ce retour aux enjeux de puissance, entre ces fractures de la société américaine et cette réélection de Donald Trump, comment tout cela peut évoluer? Quel regard les Européens, par exemple, peuvent porter, ou quelles attentes ou quelles craintes pouvons-nous avoir à l'égard des États-Unis, de notre grand allié? Comment cela peut confirmer éventuellement certaines tendances déjà identifiées, ou au contraire les infirmer, les faire évoluer? Je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, je m'efface derrière nos deux invités du jour. Je vous propose de laisser à chacun de nos invités une vingtaine de minutes pour un propos liminaire sur chacun leurs angles, et ensuite que nous ayons un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Cette conférence est enregistrée. Il y aura un replay disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. Je m'arrête ici pour mettre en avant nos invités. Amy, the floor is yours. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. En plus, vous qui sacrifiez un peu des vacances scolaires potentiellement, mais en tout cas, merci beaucoup. Je suis contente d'être avec vous. Oui, je vais me concentrer, je regarde un peu le chrono, je vais me concentrer aujourd'hui plutôt sur des sujets internes aux États-Unis pour essayer de donner peut-être 2-3 éléments de lecture par rapport à ces 20 prochains jours de l'administration Trump. Ouais, non, un peu plus. On est presque à 30 jours, mais quand même pas encore. Et alors, on pourrait penser qu'il se passait 3 mois. Avant peut-être d'ouvrir à la fin sur le regard que pourraient porter les Américains à cette époque sur la place des États-Unis dans le monde. Voilà, donc simplement pour commencer, comme vous le savez sans doute, Donald Trump, il a repris le pouvoir le 20 janvier dernier, dans des circonstances particulières, parce que Donald Trump s'est retrouvé réélu président. C'est la deuxième personne dans l'histoire des États-Unis qui a été réélu président après avoir été battu à sa propre réélection. Alors cette fois-ci, ce qui démarque la victoire de Trump en 2024 par rapport à 2016, il y a le fait qu'il a non seulement gagné le collège électoral, donc le vote indirect qui permet l'accession au pouvoir, mais également le vote populaire. Alors la dernière fois, en 2016, c'était un petit peu la chose qui lui manquait. Il a perdu le vote populaire par plus de 3 millions de voix contre Hillary Clinton, ce qui a fait un peu une petite bémol. Alors là, cette fois-ci, le fait de réunir les deux types de votes aux États-Unis lui a donné le sentiment, en tout cas, d'avoir encore plus de légitimité pour mettre en place son programme. Non seulement cela, mais le Parti républicain a maintenu, ou plutôt a repris le contrôle sur les deux chambres du Congrès, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat, ce qui fait en sorte qu'il y a ce pouvoir
quasiment, des contrôles des 3 branches du gouvernement, on peut dire. L'exécutif en la personne de Donald Trump, la législative en l'espèce des 2 chambres du Congrès, et puis avec une majorité de juges conservateurs à la Cour suprême, on pourrait dire la 3e branche judiciaire cette fois-ci, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en effet, Donald Trump, il revient au pouvoir en se disant « j'ai fait un comeback, j'ai réussi un exploit politique absolument magistral, inattendu. Cette fois-ci, les Américains l'ont validé. » Et donc, il arrive au pouvoir le 20 janvier avec le sentiment d'avoir véritablement un mandat du peuple américain pour mettre en place sa vision de la société. Donc, aussitôt élu, notamment sur des sujets de l'économie et de la migration, il entend agir et agir assez rapidement. Et c'est ce qu'on avait vu avec un nombre de décrets exécutifs assez colossal, signés déjà en quelques semaines seulement. Et donc, quelles étaient les priorités politiques de Donald Trump arrivé au pouvoir? Alors, une chose est claire, c'est que les Américains ont voté pour lui pour une forme de crédibilité sur l'économie, aussi sur une ligne très dure sur la migration illégale, clandestine, on peut dire, à la frontière mexicaine. Alors, pourquoi? Je vais juste m'attarder deux secondes sur ça avant de revenir sur la question des décisions. Donc, effectivement, les démocrates étant au pouvoir pendant 7 des 10 dernières années, je peux constater que cette élection réfléchit autant une adhésion à Donald Trump que peut-être un rejet du Parti démocrate, parce qu'ils étaient au pouvoir depuis 7 sur les 10 dernières années, avec un bilan économique vécu dans le portefeuille de l'Américain ordinaire qui n'est pas si spectaculaire que ça, avec les prix qui augmentent, qui ne cessent d'augmenter, avec la question des migrations clandestines à la frontière. Bref, les Américains qui en avaient ras-le-bol n'avaient qu'une option alternative en espèces, c'est rejeter les démocrates, mais il faut aller vers le Parti républicain. En tout cas, même si on a cette lecture un peu plus nuancée de la victoire de Trump, force est de constater que c'est lui qui a pris le pouvoir avec effectivement l'envie d'aller vite et d'aller loin. Pendant la première mandature de Donald Trump, il s'est retrouvé empêché par plusieurs choses. D'abord, le fait d'avoir gagné, entre guillemets, que le vote électoral, le collège électoral, mais c'est celui qui compte, bien entendu, ça met le petit bémol. Donc, Donald Trump, il avait besoin, en quelque sorte, de légitimer son action. Il a choisi de s'entourer de personnes, certaines nouvelles, mais d'autres qui étaient des experts reconnus dans leur domaine d'expertise, des généraux et d'autres conseillers politiques issus vraiment de la grande expertise en la matière. Mais ce sont des personnes qui l'ont empêché, qui ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, non, ça c'est pas raisonnable, non, enfin voilà. Donc ils n'ont pas hésité à contrarier le président, ce qui a renforcé le sentiment que cette élection-là, c'est un peu un accident. Alors en gagnant cette fois-ci, Donald Trump, il considère qu'il a réussi à montrer que non, il n'est pas un accident. Il a tenu des propos tout aussi outranciers que la première fois, voire plus. Il a montré aux Américains un programme très, très dur avec des lignes et des politiques assez assumées. Et ils ont choisi Donald Trump. Donc là, cette fois-ci, il arrive non seulement avec cette rage, justement, de faire, mais aussi l'envie de se venger, justement, de tous ceux qui ont douté de lui, qui lui ont dit non, etc. Donc, il fait plusieurs choses. Il prépare son retour au pouvoir pendant 4 ans avec véritablement les penseurs du conservatisme américain. Donc là, c'est le fameux projet 2025. C'est un document de 900 pages qui propose une feuille de route conservatrice pour le prochain président républicain, dans l'occurrence lui. Même si Donald Trump n'a pas participé directement, il est vrai qu'il y a des personnes dans son orbite qui ont contribué activement à la rédaction de ce document. Donc, il y a un ancrage idéologique et opérationnel pour préparer une deuxième mandature. Ensuite, il a choisi de s'entourer très, très peu de grands experts dans les domaines différents. Certes, il y en a dans l'administration autour de Trump, mais surtout de personnes qui lui sont loyales. Des personnes qui sont prêtes à dire oui, à suivre sa vision. Et puis des personnes qui n'ont pas une très grande et longue expertise dans les sujets avec lesquels ils sont chargés ou dont ils sont chargés, mais ce qui fait en sorte que le pouvoir présidentiel, la voie présidentielle, sera encore plus facilitée. Et donc, il prépare le terrain justement pour aller rapidement. Donc là, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous vous intéressez un petit peu, peut-être que vous suivez la presse un petit peu, et on voit une très grande activité, on peut dire même une frénésie décisionnelle, avec on dirait 10 décisions par jour, parfois 15 décisions par jour, des décrets dans tous les sens, etc. Alors, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que ça peut paraître chaotique,
et non maîtrisé. Mais je dirais qu'au contraire, je pense que c'est parfaitement maîtrisé. Je pense que c'est même une stratégie qui peut servir à plusieurs choses. Alors, si vous voulez, on peut revenir aussi sur les différents sujets, peut-être dans les questions, pour permettre de garder un petit peu le recul sur l'ensemble. Mais en fait, cette envie d'agir vite, Donald Trump, il s'est engagé à signer 100 décrets le premier jour, ce qu'il n'a pas fait, mais il n'était pas très très loin dans une semaine. Il a décidé, dans un premier temps, de se servir de cet outil qui est le décret exécutif. C'est un outil parfaitement légal, parfaitement constitutionnel, quelque chose qui est utilisé par tous les présidents des États-Unis depuis le premier, George Washington. Donc en soi, ça n'a rien de choquant. C'est une façon de permettre à l'exécutif, donc le président des États-Unis, de donner des consignes de travail aux agences fédérales. Donc il ne peut pas légiférer à la place du Congrès, il ne peut pas décider à la place des juges, mais il peut instruire les personnes sous son autorité, et à savoir les agences. Il ne peut pas engager les fonds du pays, etc. Et donc, en effet, ce qu'il fait, il va utiliser ce mécanique-là parce que ça permet d'aller au bout de son autorité présidentielle pour agir rapidement. Et donc, il agit sur l'économie, sur l'énergie, sur la migration, sur les affaires internationales, sur la politique d'identité du genre, enfin, vraiment dans tous les sens. Et il le fait de façon très rapide et avec Elon Musk qui rentre pour chercher des dépenses à économiser, etc. Mais c'est une stratégie finalement d'inondation. Et cette stratégie-là, elle sert à plusieurs choses. Elle sert tout d'abord à déstabiliser l'adversaire politique que Donald Trump a des fois qualifié d'ennemi, c'est des démocrates ou d'autres. C'est une façon de ne pas avoir le temps de préparer une réponse à ce qui se passe le matin avant d'être tombé l'après-midi par autre chose. Et donc, il faut réagir, se positionner, etc. Donc, mathématiquement, c'est extrêmement difficile pour le Parti démocrate et toute opposition de s'organiser de façon cohérente pour préparer une stratégie de réponse à ces propos, n'est-ce pas? Deuxièmement, on va voir dans les différents décrets de Donald Trump et les différentes décisions politiques qu'il a entamées jusqu'à ce stade, ça permet de tester les limites du pouvoir présidentiel, at home and overseas, aux États-Unis et à l'international. Donc nous avons certes un outil qui est le décret exécutif qui permet au président d'aller vite, d'avoir une action unilatérale, mais il y a aussi un pouvoir de contestation. Et sur certaines décisions, nécessairement, il y en a plusieurs maintenant qui sont contestées, qui sont devant la justice aux États-Unis. C'est là où les juges fédéraux, jusqu'à la Cour suprême, décident si le décret exécutif est valable. Est-ce que ça rentre dans le cadre du pouvoir présidentiel tel que comprise par la Constitution? Et c'est là où on a plusieurs choses. On a donc la branche de la justice qui a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas, de décider de reprendre le président ou pas. Merci beaucoup, je vois que vous êtes avec nous et c'est bien, merci. Et en fait, on a plusieurs possibilités. Soit on a effectivement la justice qui confirme l'action présidentielle et donc qui va élargir dans certains cas de pouvoir présidentiel. Pourquoi? Parce que là, typiquement, si je prends un exemple concret, on a un président des États-Unis qui a gelé des dépenses de l'aide à l'international. Sauf que c'est le Congrès qui a engagé ces fonds-là pour cette raison-là. C'est le Congrès qui a le pouvoir pécunier aux États-Unis. Donc le Congrès a dit, OK, pour cette somme-là, ça va à USAID. Typiquement, Donald Trump, et ça c'est une véritable question qui se pose, normalement, il ne peut pas réattribuer ou réorienter les fonds déjà attribués par le Congrès. Et donc là, c'est la justice qui va décider. Est-ce que le pouvoir présidentiel permet de toucher à l'attribution de ce pouvoir du financement qui était autrefois réservé au Congrès ou pas? Sur d'autres sujets, comme le vouloir, l'envie en tout cas de licencier des fonctionnaires, est-ce que ça dépasse le cadre présidentiel ou pas? Est-ce que parce que ce sont des personnes employées par l'exécutif, le président peut tout faire? C'est la justice qui va décider. Ce qui est fascinant, c'est que là, on est dans un cadre de pratique de pouvoir qui quitte les normes démocratiques aux États-Unis. Et donc, par cela, on aura plusieurs choses. Donc, on va avoir aujourd'hui une justice avec beaucoup de pouvoir pour décider quels sont les contours et les limites justement du pouvoir présidentiel, les décisions qui vont soit confirmer ou invalider l'action présidentielle. Et là, ça va nous donner encore un autre test à la démocratie américaine, c'est est-ce que l'administration Trump va accepter de se plier
aux décisions de la justice dans le cas contraire. Et là, on a un J.D. Vance, vice-président des États-Unis, qui a dit, mais dire au président comment gérer l'exécutif et quels sont ses pouvoirs, c'est dire à un général comment mener des troupes dans une bataille. Et donc, effectivement, si l'administration Trump décide de ne pas accepter les décisions de la justice qui auraient un pouvoir contradictoire à la décision du président, ça, on peut rentrer dans une crise constitutionnelle. Donc, je parle de tout ça parce qu'en fait, finalement, c'est une façon de comprendre pourquoi on va si vite, pourquoi on va si loin, pourquoi cette action exécutive par l'outil du décret aussi puissant dans ces premiers jours de la présidence Trump. Ça permet quand même de comprendre beaucoup de choses. Alors, ça va. Je vais prendre quelques minutes quand même, peut-être pour quitter et pour faire la transition avec la partie vraiment plus internationale. Alors, qu'en pensent les Américains de tout ça? Alors, en interne, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler en fait, de l'opinion publique américaine en ce moment, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de sondages, ça fait quelques jours du pratique de pouvoir. Sur des aspects internes, c'est vrai qu'il y a une forme de très grande activité exécutive qui fait en sorte que les Américains sont en train de s'adapter, de s'ajuster. Il peut y avoir des contestations, notamment parmi les employés fédéraux, qui constituent beaucoup de personnes qui n'ont pas pensé qu'ils seraient menacés dans leurs emplois d'ores et déjà. Donc on a quand même des forces de contestation, des petites oppositions par-ci, par-là qui commencent à naître. Des personnes qui disent finalement j'ai voté pour Donald Trump pour une politique migratoire très très dure, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir cet autre droit, les aides gelées ou en tout cas la menace de ne plus toucher à mes allocations à la fin du mois, etc. Donc il peut y avoir quand même des déçus et c'est intéressant, mais on n'a pas encore suffisamment de recul pour comprendre toute la subtilité de l'opinion publique. Mais si on va penser aussi à la manière dont les États-Unis réagissent aussi à des dynamiques qui changent dans le monde, parce que c'est aussi ça que signifie ce retour de Donald Trump, c'est une autre façon de voir le monde, c'est une autre façon d'interagir avec le monde, c'est une autre façon de concevoir l'intérêt stratégique et l'intérêt tout court des États-Unis et la manière dont les États-Unis doivent défendre ça. On a certaines informations qui me paraissent très importantes, en tout cas intéressantes pour notre discussion de ce soir. Tout d'abord, les Américains, on ne peut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'international. Certes, ça passe en deuxième plan. Et c'est assez mécanique dans beaucoup de sociétés. C'est-à-dire qu'on pense à son économie, on pense à sa sécurité, on pense à ses enjeux de mobilité, de réussite, etc., avant de penser à la politique étrangère. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet qui vient en premier comme préoccupation. Mais néanmoins, les Américains, ils ont un avis sur la place que devrait occuper leur pays, en tout cas, sur la scène internationale. Alors, si on va regarder un petit peu dans l'opinion publique américaine pour comprendre comment elle se voit par rapport au monde extérieur, c'est vrai qu'il y a une préoccupation assez importante pour la Chine. C'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle, mais c'est quelque chose qui se construit et puis qui s'affine avec le temps. On peut dire il y a 15 ans, il y avait quand même une sorte de menace diffuse sur la Chine est en train de monter, etc. Mais c'était assez flou derrière. Sauf qu'aujourd'hui, si vous interrogez des Américains, 9 sur 10 considèrent que la Chine est une menace ou un ennemi des États-Unis. Donc, il y a une vraie préoccupation. Et si vous allez gratter un petit peu plus, ils savent pourquoi les Américains. Ils se disent c'est sur le plan technologique, c'est sur des questions sécuritaires, c'est sur des valeurs démocratiques. Et donc, ils sont capables de dire en quoi c'est la concurrence économique. Donc, de formuler et de qualifier ce que c'est cette menace-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer à quel point la Chine plane comme inquiétude pour les Américains. Mais en même temps, si les Américains souhaitent que les États-Unis restent une puissance militaire, économique, culturelle sans égal, en tout cas, qu'ils maintiennent une forme de suprématie sur les différents plans de la puissance américaine, il est vrai aussi qu'il y a moins d'appétence pour une politique interventionniste. Les Américains, ils ont compris avec les 2 guerres en Irak et puis en Afghanistan, en fait, que les guerres sans fin, sans objectif, qui sont très, très coûteuses, finalement, ça va trop loin. D'autant plus que la scène économique et la scène des dépenses publiques aux États-Unis est suffisamment importante ou suffisamment contraignante qu'ils constatent que les États-Unis n'ont simplement pas intérêt à investir en permanence ailleurs ou là-bas plutôt qu'ici. Donc, il y a
à la fois une envie que les États-Unis occupent une place de premier ordre sur la scène internationale, mais pas sans limite non plus. Et donc l'époque de l'hubris américain, je pense, est révolue de ce point de vue-là. Néanmoins, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a quand même un président des États-Unis qui n'a pas fait beaucoup campagne sur la politique internationale, si ce n'est deux choses. Il a dit les démocrates, ils sont faibles à l'international parce qu'ils n'ont pas prévenu des nouvelles guerres. Et quand il y avait des guerres éclatées, ils n'ont pas su les résoudre. Et donc, il se présente comme quelqu'un qui est singulièrement capable justement de mettre fin à ces guerres pour que les États-Unis puissent se retourner vers la vraie préoccupation, à la fois celle des Américains ordinaires et celle de la classe politique, c'est-à-dire la réémergence de la Chine. Donc, Donald Trump, il va prendre quelques postures de base, et ça, j'en conclus là. La vision de Donald Trump globale sur le monde est plutôt quelqu'un qui se méfie des alliances, qui considère que les Américains ne bénéficient pas à la même hauteur des partenaires de cet investissement américain dans le monde. Il considère que le rapport de force prime davantage sur l'influence américaine. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique, mais on pourra en débattre. Et donc, au lieu de dire, en fait, on a une stratégie de smart power, une stratégie qui consiste des fois à mettre des carottes et des fois de mettre les bâtons, il faut jouer sur tous les outils à notre disposition. C'est tout de suite, je frappe sur les faibles. Je vais considérer quel est le rapport de force et quelle est la manière dont les États-Unis peuvent être durs afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Et effectivement, ce faisant, il peut faire des gains dans un premier temps, mais au risque effectivement d'affaiblir la puissance américaine dans l'absolu. Pour l'instant, les Américains n'ont pas trop réagi aux prises de position de Donald Trump sur la scène internationale. Ils sont davantage tournés sur la scène domestique. Mais en tout cas, je peux vous dire que le soutien du peuple américain pour l'annexation du Canada ou du Groenland, c'est à peu près, c'est pas niet, mais c'est pas très loin. Non. En tout cas, il faut savoir que malgré les propos de Donald Trump, on va voir si le peuple américain, en tout cas, adhère à cette posture. J'en conclus là, et puis après, on revient volontiers dans les questions. Merci beaucoup, Amy. Élie, voilà une transition toute trouvée, avec quand même des questions entre... Il y a des évolutions qui sont esquissées, un mélange à la fois de repli, mais d'unilatéralisme, une volonté de suprématie, mais pas d'exercer ou d'assumer le rôle qui pourrait être celui d'une puissance hégémonique. Et une puissance hégémonique, c'est pas forcément néfaste, c'est aussi une puissance qui assume des responsabilités. Donc, suprématie sans assurer de rôle d'hégémone sur la scène internationale, utilisation du rapport de force. Donc, entre ces tendances et puis la façon de faire de la politique, à la fois en interne et en externe, que tu as signalé, pour les alliés, notamment européens, pas forcément très facile à gérer. Je pense notamment à pour les États membres de l'Union européenne qui sont habitués, on aime bien les alliances, on aime bien les organisations, on aime bien les institutions, on aime bien le compromis. C'est pas forcément un partenaire, une façon de faire de la politique et de la diplomatie avec laquelle les Européens sont forcément très à l'aise. Donc Élie, quelle ligne on peut esquisser à partir de là? Je rappelle pour les... Je note au passage le rapport de 900 pages projet 2025. Bien entendu, les étudiants dans la salle, vous aurez un résumé à en faire de ce rapport de 900 pages pour la semaine prochaine, bien entendu. Élie, trêve de plaisanterie, the floor is yours. Merci beaucoup. Ah, ça a jeté un froid, l'ordre comme ça. Ok, très bien. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donald Trump n'aurait pas refusé aurait pas rejeté ce petit mot d'esprit. Exactement. C'est la seule qui existe désormais. Bonsoir à tous, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Alors, il se trouve que les alliés, notamment les Européens, n'ont pas forcément besoin de Donald Trump pour avoir du mal à gérer les différents dossiers. Avec lui, la question se pose différemment. Pour certains, c'est une opportunité. Il se trouve que l'opportunité a déjà eu lieu il y a de ça 8 ans maintenant et finalement, les Européens ne l'ont pas tellement saisi. Je ne sais pas ce qui va en être maintenant. Et par rapport aux questions de à quoi pourrait ressembler une politique étrangère de Donald Trump et qu'est-ce que ça impliquerait pour les enjeux internationaux, c'est une question qu'on se pose tous. Je me la suis posée encore plus en préparant cette intervention et je suis arrivé à la conclusion que je ne sais pas. Je ne sais pas et je crois que je ne suis pas le seul à ne pas savoir. Et puis ceux qui ont su dans le passé se sont souvent trompés, moi y compris, moi surtout même.
Là, maintenant, ce qu'on peut faire ensemble, moi je suis spécialiste de relations internationales, c'est essayer de repenser ces questions-là avec les outils qui sont à notre disposition. Par exemple, oui, celle de l'annexion de parties du Canada ou du Mexique. A priori, il n'y a rien dans nos outils en sciences sociales qui permettraient de le comprendre si ça arrivait. Donc j'ai envie de dire que par exemple avec le fait que les démocraties ne sont pas censées se faire la guerre du tout, qui est une loi en relations internationales, ça ne devrait pas arriver. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est juste qu'on est démunis face à ça, si vous voulez. Et on est démunis, il se trouve, par rapport à beaucoup de dimensions de la présidence de Donald Trump, mais c'est les seuls outils qu'on a en sciences sociales et en relations internationales. Donc, essayer de se les poser avec un petit peu d'humilité. Pourquoi est-ce qu'on est démunis? Parce que déjà, on a quelque chose on a un processus qui est, dans notre manière de le formuler en tout cas, trop dépendant d'une seule personne. Et d'une personne qui a un profil quand même qui est assez particulier, et avec des caractéristiques qu'on ne trouve pas dans les catégorisations habituelles, même en politique étrangère, les catégorisations un peu canoniques de différents auteurs. Celle de Donald Trump, elle dénote vraiment avec tous les autres qu'on a vus. Alors il y a des parallèles qu'on peut faire sur certains points, avec Nixon, avec Reagan, sur des processus décisionnels assez particuliers, mais là, on a quelque chose de nouveau. Il y a des discours et des engagements qui sont assez inédits, une rupture avec la tradition diplomatique occidentale qui est maintenant, je veux dire, centenaire, un rejet des institutions internationales qui est d'autant plus surprenant que c'est des institutions internationales que les Américains ont forgées pour leur intérêt et pour leur prestige, et qui continuent à servir les intérêts et les prestiges des Américains, que Donald Trump piétine en tout cas dans ses discours, et un petit peu déjà dans son premier mandat, et semble-t-il que ça va se confirmer, on verra quand même. Un dénigrement des alliés devant leurs ennemis, ce qui est assez surprenant de le faire, comme il vient de le faire, comme l'administration vient de le faire il y a de ça quelques jours vis-à-vis du dossier ukrainien. Et le comportement, comme je l'ai dit, d'une grande puissance qui renonce à ses privilèges, c'est un petit peu ça. Genre la bataille pour être une grande puissance et dominer l'ordre international, c'est une bataille qui a structuré les relations internationales depuis longtemps. C'est tout à fait normal d'avoir une puissance qui monte en puissance, la Chine, et qui va challenger la puissance établie, les États-Unis, pour essayer d'être plus influente et d'avoir plus son empreinte sur l'ordre international existant, avec les différentes institutions internationales qui le composent. C'est plus inhabituel d'avoir une grande puissance qui est en place, qui est en position de continuer à jouir de ses privilèges et de décider quasi unilatéralement d'y renoncer. On pourra revenir là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de dispositions qui semblent un petit peu hors du temps, et c'est ça qui fait qu'on risque d'être un petit peu démunis pour expliquer ce qui se passe, encore plus pour prédire. Mais on ne peut pas faire autre chose que de le faire, donc on va essayer de se poser la question, pas forcément pour prédire, mais au moins pour traduire ces enjeux-là de manière à pouvoir plus ou moins tenter d'y comprendre quelque chose. Sachant que la première chose, c'est qu'il n'y a pas que Trump dans la règle du jeu, comme Amy vient de nous le dire. Il n'y a même pas que Trump et Elon, son nouveau copain, qui peut avoir une importance décisive ici, on verra pourquoi. Il a une importance décisive, d'autant encore plus si on prend la personnalité de Trump. Mais on peut y revenir si vous voulez. La question, c'est qu'il y a des logiques structurelles qui dépassent Donald Trump, qui étaient là avant lui et qui seront là pendant sa présidence et sans doute après lui, sauf si c'est la fin du monde. Il y a des forces politiques, des forces économiques et sociales qui entourent les agents et qui les dépassent. Et les agents s'y conforment, qu'ils le veuillent ou non. Ça commence déjà par le fait que la compétition de grande puissance, c'est pas quelque chose qui commence avec Donald Trump. L'idée qu'on va un petit peu moins être impliqué en Europe, un petit peu moins impliqué aussi dans le contre-terrorisme, et plus se concentrer sur des enjeux de politique de grande puissance, c'est présent dans les documents cadres des États-Unis depuis 8 ans maintenant. C'est devenu la plus grande priorité. Ça n'avait pas besoin de Donald Trump pour que ce soit le cas. La question du partage du fardeau avec les alliés, l'idée que les alliés des Américains doivent un petit peu moins jouer les passagers clandestins. C'est pas du tout propre à Donald Trump. C'est quelque chose qu'on voyait déjà avant. La politique économique protectionniste, elle a plus commencé avec Trump dans cette nouvelle grande dimension assez structurante, mais il n'y a pas eu de rupture avec Biden lorsqu'il arrive au pouvoir. Il y a une continuité substantielle finalement sur ce point entre Biden et Trump. Pour dire donc, en tout cas en regardant déjà ce qui s'est passé et peut-être ce qui se dessine, il n'y a pas forcément la rupture substantielle
qu'on imagine. Peut-être néanmoins qu'il peut y avoir une rupture sur le long terme, mais pas forcément du fait de la personnalité de Donald Trump. Donc c'est pas forcément là qu'il faut regarder en premier, c'est que Donald Trump est peut-être le nom de quelque chose aussi. C'est qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Et le fait qu'il ait été élu et qu'il a été réélu finalement, ça montre aussi que de manière structurelle, au minimum aux États-Unis en interne, mais il y a des virages un petit peu populistes dans plein de démocraties occidentales, il se passe quelque chose. Sachant que, autre facteur à prendre en compte, c'est que la structure ne s'impose pas forcément à vous de manière inéluctable et qu'il est tout à fait possible pour un agent de contribuer à changer la structure lui-même. On appelle ça la co-constitution de l'agent et de la structure en sociologie, et c'est quelque chose qu'on a repris en relations internationales. La structure, c'est pas non plus une enveloppe qui est vide, et les acteurs contribuent à façonner les forces structurelles qui les entourent. Il y a néanmoins une nouveauté que j'avais déjà un petit peu annoncée, c'est que l'hégémon sape lui-même l'ordre international qu'il a façonné et qui lui est profitable. Ça, c'est assez nouveau. Mais c'est assez nouveau, c'était déjà un petit peu le cas de Donald Trump du premier mandat. Mais bon, la structure internationale, l'ordre international est assez résilient, et l'alternative qu'offre la Chine n'est pas suffisamment assez attractive dans le monde pour qu'il y ait un passage de relais immédiat. Pour l'instant, l'ordre international est toujours le même. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de se demander qu'est-ce que ça changerait si les engagements qui étaient annoncés étaient suivis des faits, c'est-à-dire en gros le renoncement, sans même que la Chine n'ait forcément à faire pression là-dessus, sur plusieurs dimensions de l'ordre international vis-à-vis du multilatéralisme, même si parfois il était évidemment pas respecté dans les faits, et certaines, de mettre en avant par exemple la démocratie et les droits de l'homme. Ça impliquerait deux choses de mon point de vue quasiment mécanique. Premièrement, c'est que ça ferait les affaires de la Chine, parce que c'est typiquement ce qu'elle demande, à mon sens. Vous avez en gros deux catégories d'analystes. Les premiers qui considèrent que la Chine est une puissance révisionniste, elles veulent renverser nécessairement tout l'ordre international. Auquel cas, ce que fait Donald Trump ne suffira pas. Il faudra un autre ordre international dominé par la Chine. Moi, personnellement, mais c'est pas la seule position qu'on peut avoir. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que ça, c'est le plan B de la Chine. Et que le plan A, c'est que la Chine soit dans l'ordre international à la place qu'elle considère être la sienne du point de vue de la puissance qu'elle a acquis. Et qui n'est pas reflétée dans le prestige que l'ordre international lui procure. Si les États-Unis font quelque part font du vide, et que ce vide-là est occupé par la Chine, je pense que ça suffirait à la Chine. Ce qui veut dire qu'un tel positionnement pourrait, si on en déduit, mener au fait qu'on évite une guerre entre les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait être pas plus mal, mais ce qui veut dire aussi qu'on vivrait dans un monde dans lequel la démocratie et les droits de l'homme ne seraient plus à l'agenda du tout. Ou alors, autre alternative, il y aurait deux ordres internationaux différents avec un ordre international libéral qui continuerait d'exister, mais si il est incarné par Trump, cette dimension-là ne serait pas représentée de toute manière. Et donc, ça serait confortable du point de vue purement stratégique et de stabilité, mais ça impliquerait qu'on vive dans un monde complètement différent et il faut en prendre la mesure. Peut-être que ça vaudrait le coup, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça les enjeux du débat ici. On peut se demander ici donc quel est le plan de Donald Trump, s'il en a un, et je ne suis pas certain qu'il en ait un. Son dénigrement, et je pense, ce qui me fait pencher vers la thèse qu'il en a, c'est la manière qu'il a de traiter les alliés, en fait, et son dénigrement de l'OTAN, notamment. Pas sûr que ça dénote une vision cohérente à long terme d'un point de vue de stratégie de grande puissance, alors que c'est cette stratégie de grande puissance qu'il met en avant, parce que ça rend la partie plus facile à la Chine, ça fragilise le réseau d'alliance, et que je pense que c'est beaucoup plus utile que ce qu'il pense, compte tenu du caractère multidimensionnel de la compétition de puissance. C'est-à-dire que si en gros vous sapez toutes vos ressources en termes de soft power, qui est vraiment l'atout principal des États-Unis, je ne sais pas si on se rend compte à quel point la note peut être salée s'il faut utiliser le hard power pour avoir tout ce que les États-Unis ont aujourd'hui. En fait, les États-Unis ont une puissance structurelle, ont réussi à façonner les choses avec leur pouvoir d'attraction de manière tellement générale que la plupart des choses qu'ils ont, ils l'ont même sans demander, sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Si vous renoncez à cette ressource-là et que vous devez utiliser le bâton à chaque fois, je ne pense pas qu'il prend en considération
les coûts que ça impliquerait pour les États-Unis et ce qu'ils n'arriveraient plus du tout à avoir comme bénéfice. Et donc on peut en conclure que ce qu'il annonce, c'est sans doute plus des marqueurs de positionnement qui sont très généraux, plutôt qu'une stratégie avec l'idée qu'il ne faut pas se faire avoir. Je crois que c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on appelle la politique un peu transactionnelle, faire des deals. Je pense que finalement, ça fait partie des poncifs qu'on aborde pour Donald Trump, et celui-là, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Une politique transactionnelle, faire des deals sans forcément regarder un petit peu plus loin, avec aussi l'idée, qui n'est peut-être pas à sous-estimer, c'est qu'il veut avoir un prix Nobel. Parce qu'Obama en a eu un, il en veut un. Et donc, du coup, il veut avoir ses paix. Ses paix en Russie, Ukraine, Moyen-Orient, avec dans des termes qui sont très inhabituels, très inédits. Mais quelque part, il se veut un peu président subversif, ça fait partie de son personnage. Si on essaie de regarder quelle est sa grande stratégie, en gros, les grands principes structurants de l'orientation de puissance des États-Unis, je ne suis pas sûr qu'on trouve quoi que ce soit dedans. En tout cas, moi, je ne sais pas le lire. Mais peut-être qu'il y a des gens plus doués que moi qui arriveront à dire ce que c'est une grande stratégie de Donald Trump. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il va réussir à faire tout ce qu'il annonce, notamment pour les raisons qu'a mis en avant Amy. En termes d'analyse de politique étrangère, évidemment, il y a des acteurs internes, je serai très, très bref ici, des facteurs internes, le Congrès, la Cour suprême et l'establishment de politique étrangère. Qui sont, et il est vrai, sont beaucoup plus républicains que lors de son premier mandat. C'est vrai pour le Congrès, c'est vrai pour la Cour suprême qui est plus, je dirais, conservateur. Maintenant, l'establishment de politique étrangère, même si... et c'est là que vient en scène peut-être quelqu'un comme Elon Musk, c'est que vous avez quelqu'un qui est censé vous aider à faire le ménage, ce qu'il n'avait pas du tout lors du premier mandat. Or, pour quelqu'un comme Donald Trump, le fait que l'establishment de politique étrangère et la bureaucratie existent, c'est un frein, ça peut être un frein encore plus important que pour un président normal qui quelque part peut avoir une stratégie et a conscience des efforts qu'il faut mener pour atteindre son but. Ce n'est pas le cas de Donald Trump. Il va vouloir faire quelque chose, il le dit, il va passer à autre chose. On lui enlève le dossier parce qu'il a dit une connerie, finalement, il n'y a plus de dossier sur la table, alors il ne va pas s'occuper du dossier. C'est des choses qui sont vraiment arrivées. C'est une manière de gérer Donald Trump. La bureaucratie, en général, elle est considérée en politique étrangère comme étant une source de biais. Si vous avez une bureaucratie trop importante, vous allez prendre des mauvaises décisions, il y aura de l'inertie. Pour Donald Trump, on avait tendance à la louer parce que ça permettait un petit peu de calmer un petit peu ses ardeurs. C'était assez paradoxal. Cette bureaucratie existera toujours, même si vous faites le ménage dans les top échelons de la politique étrangère, il faudra toujours des gens pour mettre en place une politique. C'est pas lui qui va manœuvrer les sous-marins directement, Donald Trump. Ça pourrait être intéressant à voir. Mais c'est pas comme ça que vous mettez en place des politiques publiques, en fait. Et il y aura toujours ces freins-là qu'il ne faut pas minimiser. Donc, si il est entouré vraiment de plein de personnes qui font une purge monumentale aux États-Unis, ok, cette contrainte sera moins importante et peut-être qu'elle va avoir lieu dans une certaine mesure. Mais la plupart des présidents sous-estiment avant d'être au pouvoir le poids des bureaucraties lorsqu'ils essayent de mettre en place des choses. Ils savent très bien que c'est compliqué d'avoir affaire à un congrès qui ne vous est pas forcément allié d'un point de vue politique, surtout après 2 ans où vous avez les élections au Sénat, où vous n'avez plus la lune de miel. Mais ils le savent. La bureaucratie en général est toujours... Son importance est souvent sous-estimée. Mais peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être que cette fois-ci, ils ont un petit peu plus anticipé les choses pour avoir les mains libres. Et au-delà de ça, maintenant, la question se pose en relations internationales de la nature des décisions qui sont annoncées. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont substantiellement subversives et vraiment nouvelles. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on parle de déportation et d'annexion pour une démocratie occidentale, pour les États-Unis, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et surtout avec une telle désinhibition. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous annoncez c'est comme vous l'annoncez sans avoir même conscience que vous volez un tabou, c'est même pas votre problème. Et si ce genre de pratique devient de plus en plus courante, c'est toute une école de pensée, par exemple, ce qu'on appelle l'école anglaise, et qui considère qu'il y a une évolution de la société internationale avec certaines normes qui se répandent et qui ensuite constituent le cadre à l'intérieur duquel les choses se font, qui s'enverraient complètement réfutés. Même les réalistes, ceux qui considèrent que c'est la politique de puissance qui compte, lorsque vous lisez leurs œuvres, la plupart considèrent qu'il faut un minimum de conventions sur qu'est-ce qu'un
un équilibre de puissance pour qu'on puisse anticiper les actions des uns et des autres. Et la deuxième conséquence, c'est ça risque de créer un précédent parce que c'est pas n'importe quel acteur. Et donc là, ce qu'on aurait, si ces choses-là se matérialisent, c'est pas uniquement une évolution de la politique étrangère des États-Unis, c'est une évolution d'un paradigme de politique internationale, puisque ce serait la nouvelle règle du jeu en réalité. Donc c'est une question qui est beaucoup plus profonde. C'est en gros, ce qu'on voit, c'est peut-être le catalyseur d'une nouvelle révolution, comme on en voit 4 ou 5 fois par millénaire, en fait. Si c'est ça dont il est question. La réalité, c'est que j'en ai absolument aucune idée, comme je vous l'ai dit. On a souvent tendance, alors je vais le mettre aussi en avant pour me dédouaner un peu de cette ignorance, c'est Trump est imprévisible. Je ne sais pas si l'imprévisibilité, personnellement, c'est forcément la bonne piste pour comprendre Trump et sa politique étrangère. Non pas que ce soit faux, c'est vrai, mais comme on l'est quelque part tous un petit peu. Et si on regarde ce qu'on attendait de la politique étrangère de George Bush, qui avait l'air très isolationniste, lui s'est passé un événement important, mais qui était imprévisible. Et lui-même, son virage après le 11 septembre était pas du tout prévisible. On n'attendait pas du tout à ce qu'Obama ait une politique qui soit aussi peu démocratique et aussi discrétionnaire du point de vue de l'usage de la force. On ne s'attendait pas à ce que Biden soit aussi peut-être engagé dans la question des barrières tarifaires. On ne s'attendait pas à ce que, finalement, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de rupture avec Donald Trump. Mais finalement, si on regarde celui qui nous a le moins surpris, je ne sais pas si c'est pas Donald Trump lui-même qui a été le moins surprenant et le moins imprévisible, même s'il a été évidemment dans une grande mesure. Évidemment, se pose la question aussi de ce qu'on met en avant en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui aime bien paraître un petit peu comme fou et qui en joue. Je sais pas, ça peut être extrêmement dangereux. Vous savez que c'est des théories qui ont été mises en place pendant la guerre froide vis-à-vis des bras de fer nucléaires. C'est assez difficile. Il y a un article qui est paru il y a de ça quelques semaines en Foreign Affairs pour mettre en avant le fait que c'est très très difficile de jouer sur cette Madman Theory avec succès. Parce que le fait de paraître fou pour faire vraiment peur aux autres et leur dire mes menaces sont vraiment crédibles, je suis capable de faire quelque chose de fou, c'est clairement ce que Donald Trump essaie de dire, en tout cas dans ses interactions avec ses interlocuteurs internationaux. Il faut paraître assez fou pour être crédible dans ses menaces, mais suffisamment stable pour être sûr que les engagements qu'on dit qu'on veut prendre si on nous laisse faire soient respectés. Et c'est pas du tout certain que la deuxième condition soit respectée avec Donald Trump. Du coup, paraître fou, vous risquez simplement de braquer vos interlocuteurs. Mais il se peut qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire ici soit l'expression de ce qu'est Donald Trump, c'est-à-dire le rejet de quelque chose, mais d'un rejet qui devient structurant finalement. Un rejet, je pense, qui est très basé sur un certain progressisme de valeurs et surtout d'un côté masculiniste, en fait. Je ne veux pas paraître faible, je veux paraître puissant, je suis un bonhomme. La puissance, c'est ce qui compte ici, je ne me ferai pas avoir. Et finalement, on peut essayer de comprendre pas mal de ces positionnements en fonction de ça. Peut-être que ça peut marcher pour pas mal de choses. Il peut avoir des victoires, des issues pacifiques. Il en a eu pendant son premier mandat. Les accords Abraham en sont sans doute un. Et ça a peut-être des mesures qui font sens et qui sont prônées par certains depuis longtemps vis-à-vis du partage du fardeau. Peut-être que ça va permettre aux Européens de se bouger aussi, véritablement de se rendre compte qu'il y a l'opportunité... en plus d'avoir la nécessité d'agir en commun. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui risque de se passer, c'est que ce soit les points de vue négatifs ou les points de vue positifs qui vont se produire, c'est ceux auxquels on n'aura pas pensé, mais que je ne pourrais pas vous proposer ici. Et donc, c'est ça qui est assez surprenant aussi, c'est que on ne sait pas forcément comment gérer cette situation qui ressemble à un catch-22, c'est-à-dire une situation pour laquelle on a une solution, mais pour que la solution soit envisageable, il faudrait que le problème n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, pour que les Européens puissent gérer le problème de la Russie aujourd'hui, il faudrait que les États-Unis puissent les aider. Mais s'il se pose la question de pourquoi gérer le problème, c'est justement parce que les États-Unis, a priori, vont se retirer. Ce qui veut dire que, avant tout, à mon sens, la question pour l'Europe, et je finirai là, c'est de se poser la question et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire comment est-ce que vous
définissez vous-même cette question-là de manière à créer cet objectif commun par des récits stratégiques que vous aurez en commun, qui vont mettre en avant l'intérêt que vous avez d'agir, plutôt que de se dire cet intérêt existe et allons-y, parce que ça va séduire personne. Si vous êtes. Donc je pense que le challenge pour les Européens maintenant, c'est de créer ce discours en commun pour que ce nous, Européens, qui n'existe pas sur la scène internationale, puisse commencer à être envisagé. C'est le seul, à mon avis, levier qu'ont les dirigeants ici, parce que si vous voulez juste agir en politique de puissance sans penser cette question-là en amont, vous agissez en fait sans levier. Donc voilà, donc ça ce serait ma conclusion. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Elie, merci Amy. Je vous propose que l'on passe à la phase d'échange, de discussion. Alors, à des fins d'enregistrement, celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser une question, je vais vous demander de le faire via le micro pour que l'enregistrement soit audible. Est-ce que la première question est souvent la plus difficile à poser pour une audience, quelle qu'elle soit? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je vous passe le micro. Merci beaucoup pour votre conférence. Je rebondis justement sur votre dernière idée sur le positionnement de l'Europe. Et je voudrais vous demander si, selon vous, à 27, avec toutes les différences que nous connaissons aujourd'hui, surtout ce qui se passe maintenant en Allemagne, et puis un petit peu aussi en Pologne, on ne parle même pas des autres pays, si cela vous paraît possible d'avoir une position unie face justement à ce désengagement américain pour avoir une puissance militaire européenne digne de faire face justement. La question t'est adressée, j'avais promis que je n'interviendrais pas. Je vous invite à lire le chapitre sur l'Union européenne. Alors l'ouvrage coordonné par Elie est en accès libre, vous pouvez le retrouver, vous pouvez en lire les différents chapitres, vous pouvez le télécharger. Il y a un petit chapitre sur l'Union européenne dedans, coécrit par une excellente collègue de Grenoble, Delphine Deschaux, et moi-même, dans lequel on essaye de faire la genèse de ce discours de l'Europe sur le monde, et dans lequel on explique qu'il y a un discours sur le monde de l'Europe depuis les années 70 finalement. Et le problème n'est pas tant la difficulté des Européens à construire un discours sur le monde que de le traduire en action, en institution et en levier de puissance. C'est peut-être ce qui manque, c'est plutôt ça du point de vue européen. Par contre, effectivement, et là je vais me permettre de rajouter une question, Elie, pour te compliquer encore la tâche si tu me le permets. Dans ton propos, tu demandais de quoi Trump est-il le nom. Madame souligne des évolutions politiques internes à l'Union européenne, qui peut-être sont les premiers symptômes de ce que les États-Unis, des fractures que les États-Unis ont connues déjà un petit peu en avance. Est-ce que l'on peut, si on est un petit peu pessimiste, considérer finalement que les fractures de la société américaine, ce qui nous a paru il y a quelques années ou quelques mois comme des dérives politiques liées à Donald Trump, ne sont pas en fait des fractures de nos démocraties que l'on va voir, que l'on risque de se voir se multiplier dans l'Union européenne, et qui vont un peu à l'encontre du modèle de l'Union européenne, comme justement ensemble institutionnel basé sur le compromis, la négociation, etc. Tu m'excuses, je t'ai rajouté une question supplémentaire. Je te laisse répondre, Elie. Peut-être qu'Amy en a une. Mais alors, je pourrais répondre rapidement, mais c'est uniquement ce que je pense. C'est non. Je ne pense pas que ce soit possible dans les conditions que vous venez de dire, qui sont assez pessimistes. Vous voyez le verre aussi à moitié vide, mais je pense que c'est des contraintes qui sont, à l'heure actuelle, qui peuvent paraître indépassables. C'est-à-dire, en gros, si on doit le traduire, c'est que s'il doit exister une autonomie stratégique, il y a trop de cacophonie. C'est le terme qu'employait notamment Hugo Meyer, pour que cela soit politiquement et pratiquement envisageable. En gros, avec trop d'acteurs différents, avec des intérêts différents, des cultures différentes, des langues différentes, des bureaucraties différentes, un positionnement vis-à-vis de la Russie, parce que c'est la question principale ici, pour avoir un positionnement unique, et que finalement, ils sont trop dépendants des États-Unis. Maintenant, là, c'est toute chose égale par ailleurs, telles que les choses existent aujourd'hui.
Donc, si vous prenez le problème en amont pour changer la manière dont on s'en saisit et la structure à la fois politique et normative, la question ne se pose plus en ces termes. Peut-être que vous perdez des gens en cours de route, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais la question se pose de manière différente. Vis-à-vis du discours, j'ai conscience qu'un discours existe et que des institutions peut-être, voilà, et que le problème est peut-être la manière dont on passe des discours à la mise en pratique. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai pas l'impression, en tout cas, mais c'est un sujet que je connais moins bien l'Europe que Bastien Nivet, c'est que le discours prenne et que les composantes du discours sont un discours qui finalement permet de mobiliser les acteurs politiques internes de manière à se dire ce nous existe d'un point de vue stratégique. Mais peut-être que je vois moi aussi les choses de manière trop pessimiste du point de vue européen, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça, moi je suis spécialiste de relations internationales et l'Europe, c'est pas quelque chose que je maîtrise plus que ça. Et j'essaie plus ou moins subtilement de ne pas répondre à ta question. Je sais pas, peut-être que... Et Amy, peut-être sur... est-ce que l'on peut imaginer des répliques, en quelque sorte, des dérives ou des évolutions politiques américaines? Est-ce que tu penses que ce sont des évolutions qui sont spécifiques à la société américaine, à l'histoire politique particulière des États-Unis, ou est-ce que finalement Trump annonce quelque chose qui va se reproduire ou se démultiplier, notamment dans les démocraties européennes? Alors, il est vrai que Brexit, c'était avant Donald Trump. Viktor Orban, de mémoire, c'est avant Donald Trump. On a Erdogan. En fait, il y a effectivement ce mouvement qui existe, ce mouvement populiste. En revanche, là, ce que je peux observer en tant que citoyenne française et puis quelqu'un qui travaille sur la politique américaine, c'est vrai qu'il y a quelques similarités, quelques parallèles. Mais typiquement, quels sont certains des facteurs qui ont participé à l'émergence, en tout cas à la réussite de l'offre politique de Donald Trump? Il y a plusieurs choses. Il y a la polarisation de la société. Là, on voit, en tout cas, il y a le phénomène de considérer, enfin, en tout cas, de constater un éloignement progressif de son adversaire. Donc, il y a plusieurs facteurs à ça. On a des écosystèmes médiatiques qui nous permettent de s'entourer de personnes qui pensent comme nous, de se confronter un peu moins à la différence. Et donc, finalement, on devient de plus en plus certain de nos idées et on exclut les autres idées. On a même de la difficulté à s'entendre avec d'autres. Et donc, cet enfermement dans les bulles médiatiques et même idéologiques qui peut exister dans le climat médiatique actuel, ça fait éloigner des gens. Aux États-Unis, on va jusqu'à remettre en cause la notion d'une vérité partagée. Je pense qu'on n'en est pas encore là en France, mais en effet, cet éloignement de l'autre qui s'opère dans la sphère médiatique ou grâce, ou pas grâce, mais par le biais de la sphère médiatique, je vois ça aussi. Il y a aussi un autre élément, c'est quand même le sentiment vis-à-vis de la classe politique ou vis-à-vis de la décision politique. Aux États-Unis, en effet, il y a une très grande défiance. Je pense que c'est 4% des Américains qui ont confiance dans le Congrès. Un peu plus de 10%, je ne me souviens plus des chiffres, c'est dans le livre, mais qui ont confiance dans la présidence. Le militaire s'en sort de mieux avec 66-65% de confiance, mais ça va vers la baisse. Donc finalement, il y a le sentiment qu'aux États-Unis, en tout cas, qu'il y a une classe politique qui pense davantage à sa survie qu'à la résolution des problèmes quotidiens des citoyens. Il y a le sentiment qu'il y a une impasse législative qui fait en sorte que la gauche et la droite n'arrivent plus du tout à s'entendre, sans parler même de se mettre d'accord sur des propositions pratiques à des difficultés, des problématiques vraiment opérationnelles. Et donc, la population s'éloigne de l'objet politique, a davantage de défiance à la politique et notamment aux personnes qui l'incarnent. Et donc ça, je constate, quand même forcé de constater à lire la presse en France qu'il peut y avoir beaucoup d'intérêt pour l'objet politique, mais aussi le sentiment des fractures qui éloignent le citoyen ordinaire de la décision politique. Une forme d'invisibilisation, en tout cas le sentiment, la perception d'une invisibilisation, avec un autre phénomène, et ça j'en conclus là, de fracture même géographique. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui fonctionne comme argument électoral? Les démocrates, c'est des élites éducatives, culturelles, politiques, ils vivent sur les côtes, c'est très bien. Et vous, les vrais Américains, vous vivez au centre, près de la terre, etc. Et donc, il y a une forme de rupture urbaine
ruralité qu'on peut peut-être même observer un peu en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se concentrent à Paris avec la France de la périphérie qu'on appelle des fois. Donc, que ce soit par la défiance vis-à-vis de l'objet politique ou vis-à-vis de la décision politique, que ce soit l'éloignement de son voisin ou que ce soit la fracture territoriale, ce sont quelques éléments en tout cas que j'observe dans les deux espaces. Merci beaucoup. On peut reprendre une ou deux questions. Est-ce que je peux demander, les étudiants, on aimerait bien vous entendre aussi. On aimerait bien entendre les interrogations des gens de votre génération sur ces questions-là. Alors, priorité à la jeunesse, vous me permettez, puis je vous passe le micro ensuite. Jeune homme, je vous apporte le micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. La question moi, que je me pose, c'est que justement les États-Unis ont prévu de retirer un peu leur armée de l'Europe pour laisser le conflit entre l'Ukraine et la Russie être résolu par l'Europe et la Russie. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que est-ce que la défense doit être européenne ou française, dans le sens où si la défense est européenne, la France pour rivaliser avec la Russie pourra potentiellement utiliser l'arme nucléaire. Et moi, personnellement, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça ne concerne pas forcément peut-être la France ou ça concerne l'Europe, mais c'est-à-dire... Est-ce que la défense de la France inclut la défense de l'Ukraine? C'est la question que je me pose. Si les États-Unis se retirent, et quel est l'avenir européen entre la Russie et les États-Unis, qui finalement dirigent un peu grâce à leurs armées, quoi, et la Chine aussi. C'est ça ma question. Donc Élie, tu as 2 minutes pour synthétiser la notion d'alliance, la notion de défense, le niveau français ou européen. Ouais, j'irai très vite et juste pour rebondir sur, on va dire, les positionnements assez courants que je vais juste restituer ici. C'est que, en effet, il y a beaucoup de gens qui sont très, très sceptiques quant à la nécessité stratégique des pays, notamment d'Europe occidentale, de s'investir dans cette question-là, et qu'il y a un risque nucléaire parce qu'on ne sait pas ce que Poutine va faire, etc. Ce qu'on peut comprendre, et ça peut coûter cher aussi, etc. Et de l'autre côté, un argument qui me semble un petit peu plus convaincant pour des raisons plus analytiques, mais on pourra en discuter après peut-être, c'est qu'en fait... sans même penser à l'Ukraine pour l'Ukraine par rapport à ce qu'ils vivent, mais que défendre l'Ukraine, c'est la meilleure manière indirecte de défendre l'Europe aussi, parce que ça permettrait à Poutine d'être revigoré que de gagner de cette manière-là, et que ça mettrait en danger l'Europe. Pour le reste, c'est dans sa notion de dissuasion aussi, et que la moins mauvaise manière d'essayer de défendre l'Europe, c'est finalement aussi de tenir tête à Poutine, qui devient la menace numéro 1 pour les Européens dès maintenant, sachant que bien que l'Ukraine représente quelque chose de très particulier aux yeux de Poutine, c'est pas la même chose que les pays baltes dans l'imaginaire russe. Beaucoup de spécialistes qui connaissent mieux Poutine, la Russie et la région que moi considèrent que c'est peut-être les prochains sur la liste aussi. Et si c'est les prochains... on risque d'y être confronté d'une autre manière aussi. Donc est-ce que la question qui peut se poser, c'est comment est-ce que la France peut s'en saisir? C'est pas forcément tout de suite, même si, admettons, il y a un deal qui est scellé, qui est même très défavorable à l'Ukraine, ce qui est probable maintenant, vu ce que vient de dire ce que vient de dire l'administration américaine. C'est pas pour autant que la Russie est vraiment très fatiguée en ce moment. Ça mettrait du temps, ça laisserait du temps à l'OTAN, même sans les États-Unis, d'essayer de voir comment gérer cette question-là, mais ce serait dans un futur suffisamment long pour qu'en fait les acteurs en présence aient beaucoup changé. Ce serait pas aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'équilibre des forces qu'on connaît. Afin de ne pas abuser du temps de nos invités des uns et des autres, je vous propose qu'on prenne une toute dernière question avant de laisser nos 2 invités du soir conclure. Monsieur, si vous souhaitez. C'est gentil, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'était passionnant. Moi j'ai une question relative au contre-pouvoir. Aujourd'hui aux États-Unis, on a une administration Trump qui détient beaucoup de pouvoir. On a vu, vous l'avez dit, beaucoup de décrets être décidés dès le premier jour.
leur applicabilité peut-elle encore être contrecarrée, et notamment des effets d'annonce sur USAID qui a été implémenté je dirais, le lendemain, alors que, vous le disiez, le budget il est plutôt au Sénat. Et dans ce cadre-là, jusqu'aux midterms dans 2 ans, est-ce que les États-Unis sont-ils encore une démocratie ou est-ce que ça tourne un peu à la dictature, un chef qui décide et qui déroule son programme? Merci. Non, je t'en prie, aucun souci. C'est une très bonne question. Justement parce qu'un grand contre-pouvoir, in fine, c'est l'électeur, mais c'est dans 2 ans. Ce qu'on peut constater, c'est que cette envie de faire passer beaucoup de choses par décret exécutif, c'est une façon de chercher à élargir la conception du pouvoir présidentiel par des moyens légaux. Et ce qui serait peut-être contrariant pour l'administration, parce qu'en effet, on a un certain nombre de décisions qui sont en attente, enfin des décrets qui sont en attente de décision de la justice. Donc en fait, pour répondre très concrètement à votre question, à partir du moment où il y a un décret exécutif qui est signé, normalement, ça prend effet immédiatement. Mais ça peut être des décrets qui ont une applicabilité immédiate, c'est-à-dire justement de geler les aides au développement. Il peut y avoir aussi d'autres décrets qui sont plus projetés dans le temps. Quand Donald Trump a signé un décret qui exigeait à ses généraux, à son haut commandement militaire, de développer une stratégie pour impliquer le militaire à la frontière mexicaine, là, c'est pendant 6 mois parce qu'il faut le temps de bâtir véritablement une proposition stratégique. Donc, il peut y avoir des temporalités très différentes. Mais une chose est sûre, à partir du moment où il y a une contestation, la décision est suspendue juste en attendant, le décret est suspendu en attendant la justice. Et tout ça, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que, à force d'avoir des centaines de décrets qui partent dans tous les sens, il peut y avoir beaucoup de contestations. Ensuite, c'est aux juges fédéraux de décider. Et in fine, si l'administration Trump n'est pas contente avec une décision qui invalide l'action, alors là, c'est faire appel à la Cour suprême. Mais mathématiquement, la Cour suprême ne peut pas tout entendre parce que c'est vraiment beaucoup. Et donc là, on va voir justement à quel point cette administration va respecter ce qu'elle a dit. Trump a dit, je crois, autour du 10 février, qu'il allait respecter les décisions de la justice. Mais on voit d'ores et déjà, il y a une décision une restraining order qui a été donnée par la justice qui n'était pas respectée. Et donc là, on pourrait aller vers une crise constitutionnelle si l'exécutif véritablement refuse de reconnaître l'autorité, justement, encadrée par la Constitution qui est attribuée à la branche judiciaire, ou de la justice en tout cas. Donc le risque, en effet, c'est d'avoir un pouvoir présidentiel qui va très très loin, qui casse des normes, qui serait validée par la justice ou pas. Mais si elle n'est pas, à ce moment-là, en effet, on a une véritable crise. Ce qui ne va pas complètement éliminer les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, ça reste l'électeur, ça reste le Congrès. Mais pour que ce contre-pouvoir fonctionne, il faut que les élus s'en saisissent. Donc là, il est assez normal que le Parti républicain fasse bloc derrière Donald Trump. C'est mécanique. C'est donner le plus de chances au président de réussir sa politique. Néanmoins, comme toute politique est un enjeu d'abord local, on aura des républicains qui se trouvent en situation très difficile. Je pense à des représentants républicains élus dans les circonscriptions vraiment démocrates, typiquement en Californie, qui ont voté largement pour Kamala Harris, qui vont se voir menacés. Et donc le risque, en suivant la ligne Trump jusqu'au bout, c'est de perdre la majorité dans quelques années. Et donc, est-ce qu'il est mieux, il vaut mieux de refuser la volonté du président de temps en temps et garder la majorité, ou est-ce que c'est mieux de suivre le président jusqu'au bout, quitte à plomber, à bousiller ses chances par la suite? Ça, c'est des calculs que doivent faire les membres du Parti républicain, mais je dirais que même si le président souhaite aller très très loin, même s'il souhaite élargir la conception du pouvoir, je reste quand même vraiment fermement sûr, en tout cas, rien n'est complètement sûr, mais je fais confiance à l'électeur américain pour valider ou invalider la politique présidentielle, et ces midterms, ça ne va pas tout détruire. Je conclue là. Les midterms, c'est quoi? C'est renouveler totalement la Chambre des représentants, donc 435 représentants, un tiers du Sénat, 36 sur 50 gouverneurs des États fédérés, et puis des centaines de postes à l'échelle plus locale dans chaque État fédéré. Donc finalement, on ne peut pas changer de président si on n'est pas d'accord avec lui, mais on peut changer beaucoup d'autres choses. Et donc en cela, on n'est pas dans une monarchie, on est dans une démocratie avec un président qui a quand même une vision particulière de son propre pouvoir, qui a envie d'aller très loin dans ça, mais ça ne tue pas d'office l'existence des contre-pouvoirs. Merci beaucoup. Toute
dernière question, promis, après on fait le wrap-up. Merci, je vais faire très très vite pour ne pas vous faire perdre de temps. Vous avez parlé, madame, de la crise constitutionnelle et je ne suis pas du tout une spécialiste, mais on peut quand même considérer que globalement il y a une petite crise démocratique en Europe notamment. Et ma question, ce serait, et vous monsieur, vous avez parlé d'évolution du paradigme par rapport à la politique américaine, et je me questionne quant aux conséquences d'une potentielle crise constitutionnelle sur les démocraties, notamment européennes, sur les conséquences qu'une telle crise aurait au niveau international. Je réponds très rapidement sur le plan un peu interne et puis je passe le micro. Mais en fait, c'est difficile. Votre question elle est très complexe. Et c'est très bien. Mais je vais répondre par un point en fait, qui me paraît très pertinent. C'est que là, ce qu'on voit aux États-Unis, en tout cas, c'est on a vu le 6 janvier 2021 avec l'attaque contre le Capitole, on le voit tous les jours. En fait, on se rend compte que la Constitution, en tout cas aux États-Unis, nous donne énormément d'informations. Elle nous dit beaucoup de choses, mais elle ne nous dit pas tout. Et finalement, l'aventure démocratique, c'est quoi? C'est le respect des normes. Et c'est le choix des individus, que ce soit des élus, des hommes, des femmes, des citoyens, tous les jours, en fait, de respecter des normes et puis de participer à l'esprit démocratique. Donc finalement, c'est un effort collectif, quotidien, sur une longue période, une longue durée. La Constitution, encore une fois, c'est un document socle qui, aux États-Unis, c'est la plus vieille constitution en activité au monde, en exercice. Mais en tout cas, c'est vrai que la Constitution ne suffit pas pour capter l'ensemble de ce que fait une démocratie. Et c'est là, en effet, où ça revient à la question aussi des contre-pouvoirs. C'est vraiment l'implication de toutes et à tous de jouer leur part. Et en effet, la question des normes devient absolument primordiale. Merci, je crois qu'on arrive au terme assez largement du temps qui nous était imparti. Souvent une bonne conférence, c'est un peu comme un bon cours, c'est une conférence où on repart avec des réponses aux questions qu'on s'est posées, mais on repart peut-être avec encore plus de questions. Donc merci beaucoup Amy et Elie, parce que je crois qu'on est vraiment dans cet ordre-là. Je pense que vous avez apporté beaucoup d'éléments de compréhension, et en même temps vous le comprenez à entendre les uns et les autres. Cette réélection, l'environnement actuel de retour Power Competition soulève beaucoup de questions, un peu d'inquiétude. Donc on repart aussi avec des questions. Et vous avez aussi soulevé des interrogations. Il me reste vraiment à vous remercier très chaleureusement. Je ne peux qu'inviter les étudiants, ceux qui regarderont la conférence en replay, à lire l'ouvrage coédité par Elie et Andrew Novo, Turbulence Across the Sea, et l'ouvrage de Amy Green, L'Amérique face à ses fractures. Merci infiniment à vous deux. Merci aux étudiantes et aux étudiants qui sont venus ce soir. Et puis à nos invités du soir. Merci beaucoup.